Salut, si je vous parle des tiques, vous pensez à cet animal de quelques millimètres, parfois difficile à repérer à l'œil nu et pouvant transmettre des maladies graves rien qu'avec une piqûre. L'agent infectieux qu'on redoute le plus, c'est la maladie de Lyme. Pourquoi? Parce que vous avez 40 000 à 50 000 cas par an en France. Mais derrière ça, les tiques sont des animaux mystérieux qui renferment de nombreux secrets. Elles ont développé des particularités physiques assez exceptionnelles que je ne connaissais pas du tout et j'ai notamment découvert que ce sont des cousines des araignées. J'ai aussi appris que nous les humains, on n'était pas leur repas préféré à la base, mais que par nos activités, on peut favoriser les rencontres et leur progression en France. Alors que sait-on concrètement de la vie de ces animaux? Je vous explique. Imaginez une tique. En quelques secondes à peine, elle se glisse sur ce passant. Sans qu'il s'en rende compte, elle cherche un endroit pour s'implanter. Elle perfore la peau et rend l'opération indétectable grâce à un outil secret. Et puis elle s'agrippe solidement grâce à un autre de ses atouts pour ne plus tomber. Pour elle, vous allez voir, cette opération rime avec survie. Mais pour la personne qui l'accueille à ses dépens, ça peut s'avérer très dommageable. Comme vous peut-être, j'ai déjà été piqué par des tiques. Mais ce que je ne savais pas du tout, c'est les aptitudes nombreuses que la tique a développées pour exceller dans ce domaine. Et qu'elle fait ça pour des raisons bien précises. Avant de découvrir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Brut. Pour être piqué par une tique, il y a un prérequis, se frotter à une herbe ou à un autre support où elle est posée. En effet, contrairement aux moustiques qui volent jusqu'à sa cible ou au pou qui peut bondir jusqu'à elle, la tique n'a pas développé ses capacités. Alors comment fait-elle pour atteindre son objectif? En gros, elle attend qu'une cible passe à proximité et utilise des mécanismes bien à elle pour les détecter. Et au niveau de ses pattes avant, elle a des petits détecteurs. Elle a aussi des soies, des poils sur sa cuticule, sur son exosquelette, qui lui permettent de sentir le CO2, la chaleur, l'acide lactique. On sait que, vous savez, au niveau de notre peau, on a un microbiote cutané et on dégage des odeurs. Mais on dégage pas tous les mêmes odeurs. Donc comme pour les moustiques où il y a des peaux à moustiques, on pense que par homologie, il y a probablement la même chose chez les tiques. Une partie des tiques ont des pouvoirs de détection décuplés grâce à un organe situé sur le tarse, le dernier segment de leur première paire de pattes. On appelle ça l'organe de Haller. Une fois sur son hôte, la tique cherche un petit coin de peau où planter son appareil buccal appelé le rostre. C'est une sorte de petit dard très performant qui lui permet d'abord de s'accrocher à la peau. Vous avez les deux chélicères qui vont découper la peau et il y a un hypostope, c'est comme un harpon avec des dents. Et donc ça va rentrer dans la peau profondément jusque dans le derme. Alors je trouve ça un peu dégueu, mais pour vous donner une idée, si vous n'avez jamais été piqué, une tique fixée à la peau, ça ressemble à ça. C'est justement pour éviter que cette sorte de harpon reste sous la peau qu'il est déconseillé de retirer une tique en l'arrachant brutalement. Les professionnels de santé recommandent plutôt de glisser un tire-tique sous l'animal et de tourner doucement jusqu'à ce qu'elle se décroche avant de désinfecter la zone. Autre faculté très utile pour la tique, lorsqu'elle pique, elle libère de la salive anesthésiante, ce qui empêche l'hôte de sentir et donc de la repousser rapidement. La piqûre peut se situer sur n'importe quelle partie du corps humain, même si certaines zones peuvent être davantage touchées. Chez les enfants, alors un peu plus grands, ce qu'on note souvent, c'est que c'est des piqûres au niveau du cuir chevelu, parce que quand elles montent sur la végétation, l'enfant étant plus petit, souvent la tique va au niveau du cuir chevelu. Pour les adultes, c'est aussi le cas des plis entre guillemets, comme les aisselles, le haut des cuisses ou derrière les oreilles. Mais on le sait, ces piqûres ont parfois des conséquences importantes pour les humains. En fait, les tiques sont les premières vectrices de maladies chez l'animal et les deuxièmes chez l'homme, juste derrière les moustiques. On peut déjà parler de la maladie de Lyme ou borréliose de Lyme. Cette maladie, elle est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi, c'est pas facile à dire, que peut transmettre une tique infectée à son hôte. Sans rentrer dans les détails, cette maladie peut toucher plusieurs organes, principalement la peau, les articulations et le système nerveux, et s'avérer très invalidante. On peut la repérer par la formation d'une sorte de cercle rouge autour de la zone piquée. Selon Santé publique France, entre 2009 et 2023, il y aura en moyenne en France 62 cas déclarés pour 100 000 habitants. Mais toutes les régions ne sont pas touchées de la même manière. D'un côté, certaines régions de l'ouest et du sud-est méditerranéen seraient sous les 50 cas pour 100 000 habitants, alors que des régions du centre et de l'est dépasseraient largement les 100 cas pour 100 000 habitants. En Alsace, où on est une zone fortement endémique, on a 15 à 20% des tiques qui sont infectées. On a fait d'autres études dans le Grand Est, par exemple dans le Jura, c'est plutôt 10%. Pareil dans la Meuse, dans la Marne, c'est un petit peu moins. C'est parce que l'écosystème alsacien est particulièrement propice parce qu'il y a deux composantes essentielles, la faune sauvage et l'écosystème forestier. Une autre maladie que l'on peut citer est l'encéphalite à tique. Elle peut affecter le système nerveux central, mais elle est beaucoup plus rare. Dans toute la France métropolitaine, on compte une trentaine de cas déclarés chaque année. Le truc, c'est que plusieurs caractéristiques propres aux tiques renforcent leur capacité à transmettre des maladies. En se fixant sur un hôte, elles peuvent propager les pathogènes sur de grandes distances. Comme elles peuvent se fixer sur plusieurs animaux différents, elles peuvent faire circuler
circuler plusieurs types de pathogènes différents à la fois, et ça entre différentes espèces. Et comme elles peuvent vivre sur plusieurs années, cela allonge ce risque en quelque sorte. Précisons que l'infection de plusieurs maladies en une fois resterait rare chez l'humain selon Nathalie Boulanger. Par définition, une maladie vectorielle doit se maintenir entre le vecteur, donc la tique ici, et son hôte vertébré. Si elle tue son hôte vertébré, ça ne peut pas se maintenir. Donc si elle injectait trop d'agents infectieux, l'autre risquerait de mourir. Donc il n'y aurait pas de maintien dans l'environnement. Précisons également qu'une tique n'est pas forcément infectée et que même si c'est le cas, elle ne va pas forcément transmettre une maladie en vous piquant, encore moins si vous la retirez tôt. En voyant de plus en plus d'articles parlant des maladies qu'elle cause, j'ai voulu savoir ce qu'il en était vraiment. Mais avant ça, il faut comprendre ce qu'est concrètement une tique et pourquoi elle nous attaque. Quand une tique vous pique, son but à elle, ce n'est pas de transmettre une maladie, mais d'éviter de mourir. Les tiques dont on parle, ce ne sont pas des insectes, mais des arachnides, avec 4 paires de pattes. Dans les arachnides, vous avez les araignées, les scorpions et les acariens, avec les tiques. Une des spécificités de cette tique, c'est qu'elle se nourrit de sang. En absorber suffisamment est une condition pour elle pour pouvoir continuer à évoluer et passer ces 3 étapes de vie qu'on appelle des stases. Ces œufs vont donner des petites larves. La larve, elle fait à tout casser 1 mm. Elle va prendre un repas sanguin d'environ 3 jours. Elle se laisse tomber au sol, elle va muer et rechercher un hôte. Elle devient une nymphe qui cherche un hôte. Repas sanguin d'environ 5 jours, elle se laisse tomber au sol, elle va muer et devient femelle ou mâle. Et donc là, l'adulte, la femelle, elle reste jusqu'à 10 jours sur son hôte. En tout, au cours de sa vie, elle va passer entre 3 et 4 ans dans son milieu naturel à la recherche d'hôtes et environ 3 semaines fixées sur ses différents hôtes. Là aussi, cette tique a développé des capacités impressionnantes. Lors d'une piqûre, elle peut absorber 100 à 200 fois son poids en sang. Et quand elle n'en trouve pas, que les températures sont trop froides ou trop chaudes, elle peut entrer en diapause, c'est-à-dire dans une sorte d'hibernation et cesser toute activité. Mais au cours de sa vie, si la femelle ne peut pas se gorger suffisamment de sang, elle ne peut pas pondre et meurt prématurément. Ce que je ne savais pas du tout, c'est que les humains sont en fait une cible ou un hôte accidentel de ces tiques. Comme elles sont strictement hématophages, qu'elles se nourrissent que de sang, au bout d'un moment, si leur hôte habituel n'est pas là, elles vont aller en chercher un autre, d'où la notion aussi d'hôte accidentel. Là, il y a une autre petite précision à apporter. Tout ce qu'on vient de dire, ça vaut pour une tique bien particulière qu'on appelle Ixodes ricinus ou tique du mouton. Car j'ai appris qu'il y avait d'autres espèces avec des particularités très différentes. Au niveau mondial, globalement, on considère qu'il y a environ 900 espèces de tiques qui se divisent en 2 grandes familles. Il y a ce qu'on appelle les tiques molles, les argacidés, et les tiques dures ou ixodidées. Les tiques molles piquent plutôt la nuit, avec des repas sanguins courts, et vous avez les tiques dures qui vivent plutôt le jour et qui ont des repas sanguins longs. En France, parmi toutes les tiques que l'on trouve, on peut en citer 3 principales. La Rhipicephalus sanguineus ou tique brune qui choisit principalement les chiens comme hôtes. La Dermacentor marginatus qui est dotée d'un écusson dorsal marbré et blanchâtre. Et donc Ixodes ricinus dont on a principalement parlé depuis le début de cette vidéo. Elle est reconnaissable à sa couleur orangée et son écusson dorsal noir et a déjà été signalée dans la quasi-totalité des départements français. Cet écosystème de la tique, quel est-il? Ce sont à l'origine des milieux où l'on trouve des cerfs, des sangliers ou encore de petits mammifères tels que les musaraignes qui peuvent leur servir d'hôtes selon leur stade de développement. Mais elles ont aussi besoin de végétation et d'humidité. On parle tout le temps des grandes herbes, mais elles sont aussi dans la litière des feuilles, où elles ont l'humidité dont elles ont besoin, notamment pour Ixodes. Si elles n'ont pas cette humidité, elles risquent de mourir desséchées. C'est pour ça que ce qui est derrière moi, c'est un écosystème où on collecte les tiques qui est idéal. C'est une forêt de feuillus ou mixte, mais surtout avec des feuilles. La litière des feuilles permet de garder cette hygrométrie au sol. Dans ces écosystèmes, les tiques peuvent aussi jouer un rôle dans la régulation de certaines populations animales par les maladies qu'elles transmettent. Par ailleurs, elles peuvent elles-mêmes être des proies ou des hôtes pour d'autres animaux. Elles servent aussi de nourriture à des champignons. Il y a des nématodes qui les parasitent, des petits vers. Il y a des guêpes parasitoïdes qui les parasites, donc qui s'en nourrissent. C'est un petit peu multifactoriel, mais c'est pas aussi flagrant que le rôle du moustique ou des insectes. En voyant les capacités redoutables de certaines tiques, je me suis demandé si elles gagnaient du terrain en France. Cette tique, elle est 2 fois plus grosse qu'Ixodes ricinus dont on a parlé. Il s'agit de Hyaloma ou la tique à pattes rayées. Autrefois, elle n'existait pas en France métropolitaine. Elle a été repérée pour la première fois en Corse il y a quelques décennies et depuis 2015 dans le sud. Elle est présente dans la région de Marseille, dans le Var, et elle remonte le couloir rhodanien. Elle est en Ardèche et dans la Drôme. Alors, ce qui est intéressant avec cette tique, c'est qu'elle est venue avec les oiseaux migrateurs.
avec les modifications climatiques, est en train de remonter et qui s'installe de plus en plus dans différents écosystèmes en France. Le problème, c'est que près de la moitié des Yaloma prélevés étaient porteuses de bactéries comme Rickettsia, responsable de maladies chez l'humain. L'ANSES juge donc probable de nouvelles contaminations. Elle est susceptible de transmettre un virus potentiellement dangereux qu'on appelle virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Mais en parallèle de cette nouvelle tique, je suis tombé sur plusieurs articles mentionnant une augmentation de certaines tiques déjà présentes ou une augmentation du nombre de personnes touchées par des maladies dont la maladie de Lyme. Alors qu'en est-il? En fait, il manque pas mal de données pour avoir une connaissance précise de ces évolutions. Voici par exemple les cas de maladie de Lyme recensés en France via les médecins généralistes. On voit que les cas augmentent à certaines périodes avant d'atteindre des niveaux un peu plus faibles ces dernières années. Néanmoins, les scientifiques précisent qu'il est difficile de savoir si ces évolutions sont de vraies évolutions des contaminations ou alors si les relevés sont un peu biaisés par le fait qu'un plus ou moins gros pourcentage des gens touchés sont effectivement déclarés ou non chaque année. Cette difficulté touche aussi le programme CITIC lancé en 2017 avec pour but de recenser les évolutions des piqûres de tiques. On se rend compte que c'est souvent les mêmes personnes qui envoient les tiques pour être beaucoup sur le terrain, pour collecter les tiques, mais aussi pour travailler avec les forestiers, les chasseurs, les agriculteurs, pour voir justement quelles sont les activités qui ont favorisé la présence des tiques. Il y a certaines personnes qui connaissent absolument pas le programme. Il y a certains forestiers, ils déclarent absolument pas leur piqûre de tiques parce qu'ils s'enverraient des tiques tous les jours. Le programme CITIC a néanmoins permis certaines découvertes. Par exemple, alors qu'on parle en général peu des tiques avant leur pic d'activité en mai-juin, il y a bel et bien aujourd'hui des piqûres plutôt au printemps, de mars à mai. Une évolution qui revient dans plusieurs études, c'est qu'Ixodes ricinus s'observe de plus en plus dans des pays plus au nord de l'Europe comme la Suède et la Norvège, et que sa présence est de plus en plus détectée au-delà des 1500 mètres d'altitude, là où on l'a pensée absente. Selon cette étude, ces évolutions sont probablement liées au changement climatique. Bien sûr, on parle du réchauffement climatique et de la sécheresse. Alors maintenant, elles montent plus haut en altitude et en latitude, donc on les trouve aussi plus haut vers les pôles. Donc pour l'instant, elles s'adaptent plutôt bien. Ce rapport indique que depuis les années 1980, la densité des tiques vectrices a augmenté. Et également que le changement climatique futur en Europe est donc susceptible de faciliter la propagation de la borréliose de Lyme de la même manière, tout en réduisant son incidence dans les zones de plus en plus chaudes et sèches. Mais ce rapport de 2015 nuance en expliquant que l'impact réel du réchauffement climatique sur la présence des tiques est difficile à prévoir car on connaît encore mal la capacité des tiques à s'adapter à ce genre de changement. Alors, outre ces évolutions globales en Europe, est-ce que leur nombre augmente en France? Certains témoignages ou observations tentent à montrer une augmentation du nombre de tiques dans certains endroits ces dernières années, selon Nathalie Boulanger. Si on se place depuis l'après-guerre, quand on parle avec les gens, les anciennes générations, il y avait peu ou pas de tiques. Maintenant, les mêmes endroits que je côtoie, il y a des tiques. Donc elles se sont réappropriées nos environnements pour des raisons diverses et variées. Et pour ces évolutions locales, les facteurs climatiques ne seraient pas les seuls à jouer. L'évolution du nombre de tiques serait également liée aux modifications directes du paysage par l'homme. Par exemple, la déforestation et la reforestation, les transformations de zones agricoles en zones boisées, le développement de monocultures dans certaines régions, l'introduction de nouvelles espèces de plantes et d'animaux qui favorisent la prolifération des tiques, ou encore la réduction du nombre de prédateurs d'hôtes privilégiés pour les tiques, comme l'explique notamment ici l'IRD. Alors qu'on associait initialement les tiques à des espaces ruraux, plusieurs études montrent également leur présence récente dans des parcs ou des jardins des villes. Ixodes, c'est une tique forestière. Cependant, on les trouve de plus en plus dans les zones urbaines et périurbaines parce qu'on végétalise de plus en plus. La végétalisation, c'est bien pour la biodiversité, mais pour certains aspects de santé, ça peut être un risque. Les tiques vont passer de la forêt via des petites parcelles de forêt, les ceintures vertes aussi qui sont très végétalisées. Ça amène par exemple les cervidés à proximité des habitations. Cet article explique que la végétalisation reste indispensable en ville, notamment pour lutter contre les îlots de chaleur, réduire la pollution de l'air ou favoriser la biodiversité. Mais qu'il faut en effet anticiper les impacts qu'elle peut avoir sur des vecteurs de maladies comme les tiques. On peut préciser que les tiques resteraient aujourd'hui encore bien moins abondantes dans les villes françaises qu'en milieu rural, selon cette autre étude. Pour expliquer les évolutions du nombre de tiques, un autre facteur peut jouer. On l'a dit, pour se procurer du sang, la tique peut se fixer sur différents animaux. Et les variations du nombre d'animaux hôtes est justement un facteur qui peut également influencer sur le nombre de tiques selon cette étude. Si vous regardez les données de l'Office français de la biodiversité, depuis les années 1973, où ils notent la présence des ongulés sauvages, ceux qui sont chassés, on est en phase exponentielle pour le sanglier, le cerf
et le chevreuil. En France, même si les facteurs favorables aux tiques se développent et que des observations semblent montrer des augmentations locales du nombre de tiques, cette étude explique qu'on manque encore de suivi à long terme pour connaître précisément l'évolution globale. Selon cette même étude, une des seules études à long terme menées en Europe l'a été dans cette région de Russie depuis 1977. Les résultats montrent une augmentation de l'abondance des adultes tiques depuis 1990. Et ça, c'est associé à des augmentations des températures et également à la modification de la couverture forestière et à la fragmentation observée. On peut ajouter qu'en France, le fait que certaines personnes se fassent davantage piquer peut aussi s'expliquer par l'évolution des comportements humains. On a aussi été plus dans les écosystèmes des tiques, notamment en forêt, avec les VTT, les trails aussi qu'on fait en forêt. Face aux tiques, certaines solutions existent, par exemple à l'échelle individuelle. On peut porter des vêtements couvrants ainsi que des chaussures fermées. On peut aussi éviter de marcher au milieu des herbes hautes en privilégiant des chemins balisés. Ou encore s'inspecter après un retour de promenade et s'il y a une piqûre, tout de suite détacher la tique. À l'échelle plus collective, il existe plusieurs programmes de recherche sur le sujet et des tentatives de lutte. Aux États-Unis, par exemple, les autorités de la ville de Reading ont aspergé un champignon anti-tique et déparasité les rongeurs des espaces verts, entraînant une baisse de 66% de la présence des tiques infectées. D'autres actions, comme l'installation de barrières pour empêcher les cervidés ou d'autres animaux de s'approcher des habitations, le fauchage des herbes, l'élimination de zones d'humidité ou encore le déparasitage d'animaux domestiques, sont aussi cités par Nathalie Boulanger dans cet article. En France, on peut aussi parler du laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort qui développe des outils de lutte contre les tiques comme des vaccins antimicrobiotes de tiques. Et d'autres études, pour le moment peu concluantes, existent pour tenter de retourner une arme des tiques contre elle-même. La piqûre de tique est très sophistiquée. On essaye de faire des vaccins anti-tiques basés sur des protéines de salive. Et donc l'idée, c'est que quand une personne ou un animal serait vacciné contre cette salive, elle produirait des anticorps. Donc quand la tique viendrait piquer, les anticorps reconnaîtraient des protéines de salive et empêcherait la tique de complètement se nourrir ou elle serait rejetée. Voilà, j'espère que grâce à cet épisode, les tiques auront beaucoup moins de secrets pour vous et que le sujet vous aura intéressé. Vous pouvez bien sûr aussi poser vos questions en commentaire et liker la vidéo si vous voulez qu'elle touche un public plus large. J'aimerais remercier chaleureusement les équipes de Brut et notamment Azilis, la journaliste qui a beaucoup creusé le sujet. Et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode.